Bonjour Elias, ça nous fait très plaisir de t'accueillir au mémorial. C'est un plaisir partagé. Merci. Donc nous allons t'écouter. Ô terre natale, quelle est la valeur de ma vie? C'est à toi. « 13 avril 2020, 5h40, quelques coups de feu. Abdul Rahim est assassiné, chez lui, en pleine nuit. Les auteurs de ce crime? Des bandits, des brigands, des voleurs peut-être? Non. Abdul Rahim est assassiné par les autorités saoudiennes. Pour quelle raison, me direz-vous? Pourquoi devait-il mourir? Peut-être était-il un terroriste, peut-être préparait-il un attentat, que sais-je? Non. Abdul Rahim protestait simplement, pacifiquement, contre non seulement sa propre expropriation, mais également contre l'expropriation de l'ensemble de sa tribu, de tous ses frères et de toutes ses sœurs. Cet événement n'est que le premier d'une longue succession de répressions, d'emprisonnements et d'assassinats qui durent encore aujourd'hui et depuis bientôt 3 années. Alors que le monde semble en extase devant le nouveau projet de ville futuriste du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, qu'il a intitulé Neom, l'envers de la scène, lui, ne semble accabler personne. La tribu des Oaïtat a pour sa part bien compris l'ampleur de son problème, puisqu'elle fait l'objet, depuis 2020, d'une répression continue opérée par le régime saoudien. Ces terres natales se trouvent en effet sur le chantier de construction de la nouvelle lubie du prince. Face à l'injuste et autoritaire ordre d'expropriation, elle a fait le choix du courage, le choix de la résistance, celui de rester sur sa propriété. Dans un premier temps, celui qui s'appelait Abdul Rahim est devenu une figure de cette résistance, notamment en publiant des vidéos sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il avertissait et informait sur les actes proférés à l'encontre de tous ses frères et sœurs. C'était avant que le régime coupe court à son héroïsme et à son courage. Son domicile fait l'objet d'un assaut, le 13 avril 2020, nuit durant laquelle il sera lâchement assassiné par l'armée saoudienne, lourdement armée. La perte d'Abdul Rahim va marquer l'accélération de la répression. 1 mois déjà avant ce tragique assassinat, les autorités saoudiennes utilisaient déjà les forces paramilitaires, déployant parfois plus de 40 véhicules à la fois pour faire pression sur la tribu. Mais l'oppression va prendre un tournant plus coercitif encore. Si bien qu'en 2021, suite à une manifestation pacifique, ce sont 150 membres de la tribu qui se verront arbitrairement emprisonnés, frappés de peines de prison allant jusqu'à 50 ans. Jusqu'à 50 ans. Les membres de la tribu vont alors oser dénoncer cette oppression. Ce à quoi le gouvernement saoudien va répondre, comme à son habitude, par de nouvelles mesures, toujours plus autoritaires. C'est désormais à travers des coupures d'eau et d'électricité, ainsi qu'à travers une surveillance généralisée utilisant drones et Internet, que le gouvernement saoudien va faire de la vie des Oaïtat un véritable enfer. Comment résister quand même sous couvert de l'anonymat, on ne peut plus exprimer librement son opinion sous peine d'être emprisonné? Après l'oppression pure et simple, les Oaïtat vont voir pénaliser jusqu'à leur liberté d'expression. C'est finalement en octobre dernier que la répression atteint son paroxysme lorsque Shahadli, Atala et Ibrahim Alawaiti, 3 autres fils de la tribu, se voient arbitrairement condamnés à mort, et ce après un procès à la fois expéditif et artificiel. La sanction est prononcée par le tribunal pénal spécial saoudien, créé en octobre 2008 pour juger les personnes accusées d'infractions liées au terrorisme. Vous avez bien entendu, nous parlons désormais de terrorisme. C'est stupéfiant quand on songe que le seul crime de Shahadli, Atala et Ibrahim aura été précisément de résister à l'arbitraire le plus violent, à l'instrumentalisation de la terreur la plus forte. Enfin, il faut tout de même préciser que le gouvernement saoudien a systématiquement recours au tribunal pénal spécial, et ce depuis 2011. Sous ce couvert, il poursuit arbitrairement des individus sur la base de chefs d'accusation à la formulation vague, qui mettent souvent sur le même plan des activités politiques pacifiques et des infractions à caractère terroriste. La loi
de lutte contre le terrorisme, définit de manière excessivement générale et vague les termes terrorisme et infraction terroriste, allant jusqu'à ériger en infraction l'expression pacifique d'opinion, en sorte qu'exprimer ses idées est assimilé en Arabie Saoudite à un acte terroriste. Nous avons donc, mesdames et messieurs, sous nos yeux même, l'illustration de l'autoritarisme par la pénalisation de la liberté d'expression. Excusez-moi. Bon, je l'ai là. Pourtant, l'Arabie Saoudite est bien membre de l'Organisation de la coopération islamique. Elle accepte donc à ce titre la Déclaration des droits de l'homme en islam de 1990, qui précise dans son article 22 le droit pour tout homme d'exprimer librement son opinion. Mais l'Arabie Saoudite va plus loin, en faisant fi de sa propre constitution, dont elle enfreint 6 articles, certains évoquant la garantie des droits de l'homme, d'autres l'inviolabilité de la propriété privée. En somme, des concepts dont les contours sont, vous en conviendrez, plus que flous, sous le régime autoritaire du prince héritier. In fine, il semblerait surtout que les crimes de Chadli, Attallah et Ibrahim auront été, certes, de résister à leur expropriation, mais plus encore de le déclarer ouvertement, s'opposant ainsi au gouvernement saoudien. Ces faits peuvent-ils sérieusement suffire à justifier une telle sanction? Cette peine ultime, cette peine finale, cette peine que Badinter décrivait justement comme une honte pour l'humanité, rien ne justifie son application. L'Arabie Saoudite est bien membre de l'ONU. Elle accepte donc à ce titre la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui prévoit dès son article 3 que tout individu a le droit à la vie, excluant de facto la simple idée de pouvoir appliquer une telle sanction. En réalité, cela ne devrait pas vraiment nous étonner. La répression qu'a menée le régime à l'encontre de l'ensemble de la tribu en est l'illustration même. À travers l'étroite surveillance que j'ai évoquée précédemment, le gouvernement enfreint cette fois-ci l'article 12 de la précédente déclaration, qui prévoit que nul ne peut faire l'objet d'immissions arbitraires dans sa vie privée. Le régime du prince héritier ne se gêne donc même plus, pratiquant ici une atteinte généralisée aux droits de l'homme, et qui plus est à grande échelle. L'accusation que je profère aujourd'hui devant vous s'adresse non seulement à l'Arabie Saoudite, mais en particulier à l'ensemble des pays qui, partout dans le monde, continuent à user de telles pratiques, à la fois juridiquement insoutenables, éthiquement inacceptables et surtout humainement intolérables. Pour votre part, après avoir pris conscience du désespoir qui touche aujourd'hui cette tribu du désert saoudien, êtes-vous prêt à agir? Si oui, vous vous demanderez sans doute comment. L'action individuelle est souvent vide de sens si elle ne débouche pas sur une action plus collective. C'est donc à travers une action globale que nous pouvons souvent toucher du bout du doigt les premiers résultats. Vous l'aurez compris, la solution pour sauver nos 3 compères ne réside pas tant à mes yeux dans cette plaidoirie de seulement 8 minutes, mais plutôt dans la prise de conscience qu'elle saura, je l'espère, vous inspirer. Vous avez aujourd'hui tous la possibilité d'agir en dénonçant cette atteinte aux droits de l'homme, cette injustice à la face du monde. Peut-être alors la tribu des Oeitat pourra-t-elle enfin répondre à cette seule question qui la hante depuis désormais 3 ans. Ô terre natale, quelle est la valeur de ma vie? Je vous remercie.